On va voir dans cette partie les concepts de base de Kubernetes et ça va nous donner une idée d'assez haut niveau de ce qu'est Kubernetes, à quoi il sert et comment il fonctionne. Pour parler de Kubernetes, on utilise souvent l'acronyme K8S, c'est-à-dire un K suivi de 8 lettres, puis un S, ou on dit aussi parfois simplement Kube. En grec, ça veut dire homme de barre ou pilote dans le monde maritime. Kubernetes s'est inspiré du système Borg de Google, qui est une plateforme interne en charge de l'orchestration de milliards de containers. La version 1.0, c'était le 21 juillet 2015, et la version 1.30 est sortie en avril 2024. Donc il faut savoir qu'il y a 3 versions mineures par an. Une chose importante, c'est qu'il ne faut pas rester trop loin derrière la version courante. Il faut donc faire des mises à jour régulièrement pour s'assurer d'avoir les derniers patchs de sécurité et aussi l'accès aux toutes dernières fonctionnalités. On a ici les grandes catégories de fonctionnalités qu'offre Kubernetes. C'est donc un orchestrateur dont le but principal c'est de gérer des applications qui tournent dans des containers. Parfois j'ai laissé certains termes en anglais parce que ce sont des choses que l'on entend très souvent et qui sonnent moins bien en français. C'est le cas de self-healing qu'on pourrait traduire par auto-réparation. C'est la capacité de Kubernetes à détecter automatiquement des défaillances de composants et à prendre des mesures correctives pour les corriger. Le service discovery, c'est ce qui permet aux applications de découvrir et de communiquer avec d'autres services au sein du cluster sans avoir besoin de connaître explicitement leurs adresses IP. Kubernetes a un type de ressource dédiée à la gestion des données sensibles, et il y a également une ressource qui est dédiée à la gestion des données de configuration, comme des fichiers à fournir à des applications par exemple. Kubernetes est très approprié pour lancer des applications qui tournent continuellement, on parle de long running process, mais il y a également des ressources qui permettent de lancer des applications de type batch, qui vont effectuer une tâche définie et s'arrêter. Et il y a aussi une ressource dédiée au lancement de ces tâches de manière régulière, comme ce qu'on peut faire avec une Chrome Tab dans Linux. Il y a aussi un RBAC, Role Based Access Control, qui est très performant et qui permet de mettre en place une authentification et une autorisation de façon à limiter les accès à l'API de Kubernetes. Et enfin, il y a des ressources qui sont dédiées au stockage. Elles permettent de définir et de demander du stockage pour les applications qui persistent leurs données, comme les bases de données par exemple. Sur cette slide, on met en évidence des frontières entre différents environnements. Ça permet notamment de voir à quel niveau se situe Kubernetes. Donc pour résumer un peu le flow, on peut dire que dans un environnement de développement, on va souvent utiliser des outils comme Docker avec Docker Desktop et Docker Compose, ou Podman par exemple, pour développer des applications. Et en termes de contrôle de version, c'est souvent GitHub ou GitLab qui sont utilisés. Quand du code est commité et poussé dans Git, il va déclencher généralement une pipeline d'intégration continue, et celle-ci elle peut être lancée dans une GitHub Action, un GitLab Runner, Jenkins ou autre chose, des services SaaS comme CircleCI par exemple. Et cette pipeline teste le code, crée une image, lance éventuellement des tests d'intégration, et au final, elle va envoyer l'image dans un registry. Alors, il y a énormément de solutions de registry qui sont disponibles, pour en citer quelques-unes. Il y a par exemple Docker Hub, il y a JFrog de Artifactory, Nexus de Sonatype, Arbor, un projet open source, ou encore les registries qu'on peut trouver chez les cloud providers. Les images qui sont créées dans l'environnement de la CI, elles peuvent être utilisées en production dans un cluster Kubernetes. Et il y a plein de distributions de Kubernetes, j'en ai simplement indiqué quelques-unes ici, notamment les clusters qu'on peut trouver chez les cloud providers comme Google, AWS, Azure, Exoscale, Scaleway, DigitalOcean, mais il y a aussi de nombreuses autres solutions possibles. Donc ce qu'il faut bien voir sur ce schéma, c'est que Kubernetes utilise des images qui sont buildées et mises à disposition dans un registre. La CNCF, c'est une branche de la Linux Foundation dont le rôle est de promouvoir des projets open source, c'est-à-dire d'attirer des utilisateurs, des contributeurs, pour faire évoluer ces projets. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la CNCF, c'est cncf.io, pour voir les nombreux projets qui sont disponibles. Et ces projets, ils ont différents niveaux de maturité. Il y a les projets qui sont en sandbox pour les plus récents, on peut dire les moins matures. Les projets qui sont en incubating, donc c'est des projets qui étaient en sandbox avant et qui sont maintenant des projets fiables. Il y a les projets gradués, là c'est des projets vraiment phares de la CNCF, c'est ceux qu'on peut voir ici. Kubernetes était l'un des premiers projets gradués, avec notamment Prometheus pour la gestion des métriques, et FluentD aussi pour la collecte des logs. Comme on le voit ici, il y a de nombreux projets qui ont été gradués par la suite. La CNCF indique également que les projets gradués et les projets en incubation sont fiables et utilisés en production dans beaucoup d'entreprises. Si on regarde un peu plus en détail, on peut dire qu'un cluster Kubernetes, il est composé de nodes. Chaque node, c'est une machine virtuelle ou une machine physique. Dans ce cas, on parle de machine bare metal. Et ces nodes, ils sont soit master, on parle aussi de control plane, ou bien ce sont des nodes worker. Un node de type control plane, il va être en charge de la gestion du cluster. Ça veut dire qu'il fait tourner les composants comme l'API server, le controller manager, le scheduler et aussi etcd
Et ces composants, ils travaillent ensemble pour gérer les applications qui tournent dans le cluster. Les nodes qui ne sont pas control plane ou master, ce sont les nodes worker, et eux, ils vont mettre à disposition leurs ressources pour faire tourner des applications. Donc dans Kubernetes, ces applications, elles vont tourner dans des pods. Un pod, c'est une ressource dans laquelle on peut faire tourner un ou plusieurs containers. Et les containers qui sont dans un même pod, ils vont partager une stack réseau et ils vont partager du stockage. Donc en résumé, sur les nodes control plane, il y a les processus qui sont en charge de la gestion du cluster, et sur les nodes worker, il y a nos applications. Il y a plusieurs cas de figure pour accéder à un cluster. Un administrateur, il va s'adresser à l'API de Kubernetes. Pour ça, il passera par un node control plane. Donc sur ce schéma, il y a un seul node control plane, mais pour des raisons de haute disponibilité, dans un cluster de production, il y en aura plusieurs. Pour s'adresser à l'API, il faudra un fichier de configuration. On parle de fichier kubeconfig. Et le binaire kubectl, c'est un outil à tout faire pour Kubernetes. Il permet de gérer des applications et les composants internes au cluster. C'est aussi possible d'utiliser une interface graphique via un client web ou un client lourd pour visualiser ce qui tourne dans le cluster très facilement. Il y a différents clients qui sont disponibles et je vous donnerai quelques références dans la suite. Les utilisateurs, ils ne s'adresseront pas à l'API de Kubernetes, mais directement aux applications qui tournent sur le cluster. Et pour ça, ils passeront généralement par un load balancer qui est mis en amont des node workers, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ce qu'on va faire ici, c'est un petit point sur des ressources qui sont très utilisées dans Kubernetes. Je vais simplement les présenter d'assez haut niveau et on les verra plus en détail dans la suite du cours. Donc tout d'abord, quand on déploie une application dans Kubernetes, elle va tourner dans un ou plusieurs pods. Chacun de ces pods a un ou plusieurs containers. Donc généralement, on ne crée pas des pods directement. On pourrait le faire, vous le ferez dans des exercices, mais on utilise plutôt des ressources de plus haut niveau pour gérer ces pods. Un déploiement, c'est pour s'assurer qu'on a un certain nombre de pods similaires. Par exemple, pour une application microservice, on pourrait s'assurer qu'on a 2 pods pour chacun des microservices. Dans chacun de ces pods, on aurait l'application qui tourne dans un container. Un daemon set, c'est pour s'assurer qu'on a un pod par node de notre cluster. Un daemon set, c'est plutôt utilisé pour déployer des agents sur chaque node. Par exemple, un agent de collecte de log, un agent de collecte de données de monitoring, le daemon set, c'est ce qui est ici symbolisé par DS. On a ensuite les ressources de type job et cron job, qui permettent de lancer des pods utilisés pour faire tourner des applications de type batch, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de tâches à faire tourner et qui s'arrêtent ensuite. Enfin, on a le stateful set, c'est le STS ici. C'est une ressource plus compliquée, qui permet par exemple de mettre en place un cluster de base de données avec un master et plusieurs slaves dans Kubernetes. Donc on pourrait avoir un cluster MySQL dans notre Kubernetes par exemple. Ces différentes ressources permettent donc de créer des pods, et on voit que chacune est quand même dédiée à un cas d'usage particulier. Ces pods contiennent donc des containers dans lesquels nos applications tournent. Mais pour accéder à ces applications, il faut utiliser une ressource de type service. Un service, c'est une abstraction au niveau du réseau. Si on prend l'exemple d'une application microservice et qu'on considère le microservice qui fait tourner une API par exemple, on pourrait faire en sorte qu'il y ait plusieurs pods pour faire tourner cette API, pour assurer la haute disponibilité de ce microservice. Et on utilisera alors un service qui sera configuré pour exposer les pods de notre API. C'est-à-dire que chaque requête qui arrivera sur ce service sera load balancée entre les différents pods. Comme on voit sur ce schéma ici, le trafic arrive au niveau du service et il est ensuite envoyé sur l'un des 3 pods. On verra plus tard les différents types de services qui existent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces pods, donc qu'ils soient gérés par un déploiement, un daemon set ou autre, ils peuvent utiliser différentes autres ressources. Une config map, c'est une ressource qui permet de mettre à disposition d'un pod des informations de configuration, comme un fichier de configuration par exemple. Un secret, ça permet de mettre à disposition des données sensibles, comme une chaîne de connexion à une base de données. Et on a aussi les ressources dédiées au stockage, comme les persistent volume, PV, qui sont, on va dire, grossièrement des répertoires mis à disposition pour les applications qui ont besoin de persister des données. Et il y a aussi des persistent volume claim, ou PVC, qui sont des demandes de stockage. Donc sur ce schéma, on donne une vue d'ensemble des ressources qu'on vient de voir rapidement. Il y a donc différentes catégories. Les ressources de type workload, on peut dire, qui permettent de créer des pods et donc de lancer des applications. Donc on trouve bien sûr les pods, mais aussi les ressources de plus haut niveau comme les déploiements, les daemon sets, les job cron job et les stateful set.
On a les ressources qui sont liées à la configuration, comme les secrets et les config maps. On a des ressources liées au stockage, comme les persistent volume et persistent volume claim. Et on parlera aussi d'une autre ressource liée au stockage qui est le storage class qu'on verra plus tard. Et on a aussi les ressources liées à la partie réseau, comme les services et les ressources de type ingress, qui sont utilisées pour configurer un reverse proxy, qu'on appelle ingress controller dans Kubernetes. Et on reviendra sur ces ressources ingress dans la suite aussi. Donc on a ici des ressources parmi les plus utilisées dans Kubernetes, il y en a beaucoup d'autres qui permettent d'aller plus loin dans la spécification des applications et aussi dans la configuration du cluster. Alors une application, dans le contexte Kubernetes, c'est un ensemble de ressources. Même pour une application simple, on peut avoir rapidement plusieurs dizaines de ressources, des déploiements, des services, des secrets, des config maps, etc. Et quand on déploie une application, elle va exister dans un namespace, qui est une séparation logique du cluster. Il y a plusieurs namespaces qui sont créés quand on met en place un cluster, et on peut très facilement créer des namespaces supplémentaires. C'est d'ailleurs une bonne pratique, comme quand on veut lancer une application, de créer un namespace dédié et de lancer l'application dans ce namespace. Ça permet notamment de mieux organiser les choses. Par contre, par défaut, il n'y a pas de cloisonnement fort entre ces namespaces. Il faudra configurer les namespaces à l'aide de ressources dédiées si on veut vraiment les isoler des uns des autres, notamment au niveau réseau. Pour créer une ressource dans Kubernetes, que ce soit un pod ou un autre type de ressource, on définit un fichier YAML qu'on envoie à l'API de Kubernetes, à l'API serveur de Kubernetes. On a ici un exemple simple d'une ressource de type pod. Pour lancer des pods dans un contexte de production, par contre, la spécification YAML, elle sera beaucoup plus complexe que celle-ci, il y aura beaucoup plus de propriétés. Ici, cet exemple sert juste à donner une petite idée de la structure d'une spécification. On a tout d'abord l'API version, c'est une propriété qu'on retrouvera pour tous les types de ressources. Pour un pod, la valeur c'est V1. On verra que ce ne sera pas forcément la même valeur pour d'autres types de ressources. Le kind, donc le type de la ressource, un pod ici. Sous la clé metadata, on définit au moins un nom, et on peut aussi définir d'autres propriétés comme des labels, qui sont des couples clé-valeur par exemple. Ensuite, on a la propriété spec, et on retrouvera d'ailleurs cette propriété dans la définition d'autres types de ressources. Pour un pod, la propriété spec, elle contient au minimum la propriété containers, et la définition d'un container au moins dans celle-ci. Donc en résumé, ici, on a la spécification d'un pod dans lequel sera lancé un seul container, qui sera basé sur l'image Nginx 1.24, et cette image, elle sera récupérée sur le Docker Hub. Donc, si on sauvegarde sa spécification dans le fichier www.yaml, il faudra juste utiliser la commande kubectl apply-f 3w.yaml pour créer ce pod, et donc faire tourner le container Nginx. On va manipuler ces ressources très bientôt, mais tout d'abord, il faut qu'on crée un cluster Kubernetes, et c'est ce qu'on va voir dans la suite.